Welcome back to the program. We are joined by Patrick. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints par Patrick Baab, un journaliste et auteur allemand bien connu qui a couvert les Balkans, l'Afghanistan, l'Ukraine et la Russie. Et vous venez de publier un nouveau livre, Propaganda Press, Wie uns Medien, désolé de malmener votre langue. Cela se traduit par la presse de propagande, comment les médias et les auteurs rémunérés nous entraînent dans des guerres. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est toujours un plaisir. Et je devrais aussi mentionner que vous avez une nouvelle chaîne YouTube, Gegen den Strom, ce qui signifie à contre-courant. Désolé, pas tempête, Strom. Oui, à contre-courant, c'est-à-dire contre la presse de propagande dominante. Encore désolé d'avoir écorché votre langue, je me fie à mon allemand du lycée, donc ce n'est pas fameux. Quoi qu'il en soit, vous avez couvert la guerre en Ukraine des deux côtés du front, ce qui vous donne une vision très nuancée du conflit. Malheureusement pour vous, il n'y a plus beaucoup de place aujourd'hui pour ce type de couverture et d'analyse objective dans les médias, comme le suggère votre nouveau livre. Les récits de guerre, je veux dire, ils doivent toujours être élevés au-dessus de la réalité. Et cela pose des problèmes non seulement pour les journalistes comme vous, mais aussi pour les universitaires comme moi, quand nous ne sommes autorisés à défendre nos arguments que tant que nous aboutissons à la bonne conclusion, celle qui s'aligne sur la vérité officielle. Je me suis donc dit qu'un bon point de départ serait que vous exposiez certains des arguments de votre livre sur ce que vous définissez comme la presse de propagande. Oui. Les médias occidentaux ne reflètent plus la réalité aujourd'hui. Nous avons atteint un niveau de reportage antifactuel. On peut le constater sur le terrain en Ukraine où je me suis rendu, car beaucoup de choses que j'y ai vues et étudiées ne sont plus relayées par les médias. Par exemple, il existe une sorte d'aveuglement apocalyptique. Le risque de guerre nucléaire en Europe centrale n'est pas représenté dans les médias. Autre exemple, les conditions de vie des gens ordinaires, des citoyens moyens en Ukraine, ne sont absolument pas couvertes par les médias occidentaux. Et encore un autre, le contexte, l'histoire, la préhistoire de cette guerre ne sont pas abordés par les médias dominants. Cela signifie que cette guerre a une longue histoire. Et selon l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, elle n'a pas commencé en février 2022. Elle a commencé en 2014 avec le coup d'État sur le Maïdan. Un autre exemple est le risque moral de la presse. Elle écrit en faveur de la poursuite de la guerre. Il n'y a aucune reconnaissance du fait que des centaines de milliers de personnes meurent dans ce conflit. La presse ne respecte pas ses propres règles. Une règle importante du journalisme est d'inclure le point de vue opposé, d'entendre les deux côtés, et c'est quelque chose que la presse ne fait pas. De mon point de vue, le contexte de cela peut s'expliquer par 5 raisons. La question de la propriété, la situation de travail au sein des rédactions, la formation des jeunes journalistes, la propagande massive de l'OTAN et la numérisation. Permettez-moi de commencer par la question de la propriété. Les journaux et les médias sont privés, et cette gestion privée a le droit de définir la ligne politique des rédactions. Si je ne veux pas représenter cette ligne en tant que reporter ou rédacteur dans les médias publics, j'étais reporter pour la télévision publique d'Allemagne du Nord. Les patrons, la direction sont tellement proches des politiciens parce que les politiciens siègent dans les conseils de surveillance et les carrières personnelles des premiers rédacteurs et des rédacteurs en chef dépendent de ces politiciens.
Le point suivant concerne les conditions de travail dans les médias. La plupart du travail éditorial et de la couverture est effectué par des pigistes ou par des journalistes sous contrat à durée déterminée, d'1 an, 2 ans, parfois 5. Ils dépendent donc entièrement de la manière dont leurs supérieurs dirigent les rédactions. Ils doivent faire ce qu'on leur dit. Les pigistes sont payés à la minute de diffusion ou à la ligne publiée. Ils écriront donc toujours ce que leurs supérieurs souhaitent. Et ces supérieurs sont pour la plupart liés à des organisations transatlantiques ou à des partis qui suivent une ligne politique transatlantique. Je ne peux parler que de la situation en Allemagne. Si vous voulez devenir journaliste pour la télévision ou la presse écrite, vous devez faire beaucoup de stages. You have to do a lot of internships. And these internships are mostly not paid. Et ces stages sont pour la plupart non rémunérés. Cela signifie que vous ne pouvez pas travailler pendant les vacances universitaires en tant qu'étudiant. Vous devez effectuer ces stages dans de grandes villes comme Munich, Francfort ou Hambourg, des villes très chères. Il y a donc une forme de sélection sociale. La plupart de mes collègues étaient des fils et filles de la haute société, de familles aisées, enfants de dentistes, de cadres, etc. Ils apportent dans les rédactions la perspective et le point de vue des classes supérieures, pas de celle des classes populaires. Et ce sont ces classes qui détiennent principalement des actions d'entreprise, y compris dans des sociétés militaires. Elles profitent de la guerre, mais elles n'en parlent pas. Ils disent en public, nous devons aider les pauvres Ukrainiens contre les méchants Russes. Et le point suivant, c'est la propagande massive de l'OTAN. Il y a des années, le Pentagone comptait 27 000 employés travaillant dans les relations publiques, faisant de la propagande, avec un budget annuel de 5 milliards de dollars. Ce sont de vieux chiffres, mais ils montrent que la sphère de la propagande est si vaste qu'on ne peut pas lui résister en tant que rédacteur en chef. On n'a ni le temps, ni les effectifs. La propagande de l'OTAN est présentée au public comme une forme de guerre cognitive. Les propagandistes de l'OTAN ne veulent pas changer ce que les gens pensent. Ils veulent changer la manière dont les gens pensent. C'est bien plus puissant. Il ne s'agit pas seulement d'information. Ils essaient de transformer la façon de penser. Cela signifie qu'ils veulent instaurer une manière de penser guidée non par la raison, mais par les émotions, la russophobie, le ressentiment et tout ce qui s'y rattache. Et le point suivant, le plus difficile, c'est la numérisation des deux côtés, du côté des producteurs et du côté des consommateurs. La numérisation signifie que dans l'ère libérale, les entreprises opèrent sur le marché et que le marché est une sphère libre. Tout le monde peut y aller pour vendre ou acheter quelque chose. Mais dans le monde numérique, les entreprises dominantes sont le marché. Amazon est un marché, Google est un marché, principalement un marché de l'information. Et les propriétaires du marché, ces entreprises privées, décident de ce qui est vendu sur ce marché. What is sold in the market, which information you can get on the market, who can... Quelles informations peut-on obtenir sur le marché? Qui peut vendre sur le marché? Ils sont en train de définir les droits. Et ce n'est pas la liberté de l'information. C'est simplement une décision privée, rien de plus. Et cela a des conséquences. On ne peut pas trouver la réalité sur Internet. Ce que l'on peut trouver, c'est uniquement ce qui a passé les filtres de téléchargement des entreprises privées et des services secrets. Cela rend l'accès à l'information beaucoup plus difficile. Il faut être sur le terrain pour découvrir comment les choses sont réellement, car Internet ne représente pas la vérité. Et c'est un point important. D'un côté et de l'autre, le principal média aujourd'hui est le smartphone. L'information est consommée, apprise, entendue et lue sur le chemin du travail, dans le métro, à vélo, en travaillant, en marchant.
Cela signifie que le temps de présence de concentration est très court. La plupart des gens ont une double attention. Ils regardent les nouvelles tout en surveillant où ils vont. Et les rédacteurs le savent. Pour obtenir suffisamment de clics et de vues, ils essaient de centrer l'information sur la personnalisation et l'émotionnalisation. Et cela se fait au détriment des informations de fond. Ainsi, les reportages, la couverture médiatique deviennent de plus en plus ce qui apparaît à l'écran. Cela ne va pas plus en profondeur. Nous vivons désormais dans un monde entièrement recouvert de propagande. We are living now in a world which is completely covered by propaganda. J'aime ce que tu as dit à propos de la sélection. Il n'est pas nécessaire d'embaucher des journalistes pour ensuite les endoctriner. Tout dépend simplement des personnes que tu choisis. J'ai écrit un livre sur la propagande politique et la russophobie, et j'y ai cité une offre d'emploi du New York Times. Je crois qu'elle datait de 2016. En gros, elle commençait par un texte du genre « Le régime brutal et oppressif de Poutine menace la liberté à travers l'Europe » et ainsi de suite. Puis elle ajoutait « Nous recherchons maintenant un journaliste indépendant ». D'après cette annonce, il est assez évident quelles opinions ils attendent du journaliste. Ils n'auront pas un reporter objectif et indépendant. Ils recrutent quelqu'un qui est déjà arrivé aux mêmes conclusions qu'eux. Oui, je comprends tout à fait cela. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un problème plus profond avec la manière dont on rapporte les faits. Car lorsque l'on étudie, du moins dans le milieu universitaire, dans l'Union européenne, on a l'impression qu'il existe une obsession pour le constructivisme. Cette idée selon laquelle on peut construire socialement son propre monde. Cette obsession pour les actes de langage. En d'autres termes, la façon dont les médias rapportent les événements et dont les politiciens s'expriment. Il ne s'agit pas de décrire la réalité, mais de construire de nouvelles réalités sociales. Ainsi, lorsque l'on rend compte de la guerre, on cherche à susciter le soutien à la guerre. On veut inspirer la confiance, s'assurer que le public croit que nous sommes en train de gagner. Les Russes sont inutiles, les Russes sont maléfiques, les Ukrainiens sont vertueux et victimes, et l'OTAN n'a rien là-dedans. Tant que les gens achètent ce discours, ils soutiendront la guerre, et alors nous gagnerons la guerre. Ainsi, toute défaite ne peut pas être rapportée. De plus, nous ne pouvons pas parler de choses comme le contexte. Si vous expliquez ce que pensent les Russes, car les Russes considèrent cela comme une guerre défensive pour leur propre existence, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec eux, mais c'est ainsi qu'ils l'aperçoivent. Pourtant, on ne peut même pas rendre compte de la manière dont les Russes interprètent les choses, car cela pourrait construire une réalité qui la légitime, et les gens pourraient commencer à éprouver de la sympathie pour la Russie. Donc tout cela est interdit et censuré. On ne peut pas parler des pertes massives du côté ukrainien, ni du fait qu'elles sont plus élevées que celles des Russes, car cela pourrait saper le soutien public à la guerre. Alors, les gens cessent de la soutenir. Maintenant, nous allons devoir réduire le financement et nous perdrons la guerre. Donc l'idée générale, c'est que tout, des pertes aux tactiques de recrutement brutal, des provocations de l'OTAN, au sabotage des accords de paix, et ainsi de suite, doit s'intégrer dans le récit. C'est la même chose avec les sanctions. Si vous faites remarquer, comme je l'ai fait dès le début, qu'elles ne fonctionneront jamais, eh bien maintenant, vous menacez qu'elles ne fonctionneront pas. Parce qu'en disant qu'elles ne fonctionneront pas, vous sapez le soutien du public. Le public ne soutiendra pas les sanctions et elles échoueront. Donc il ne s'agit jamais de rapporter la réalité. Il n'y a pas d'analyse honnête. Tout tourne autour des conséquences de vos paroles. Et c'est là que la censure massive entre en jeu. Vous ne pouvez rien dire qui pourrait légitimer ou délégitimer notre position. Alors je ne sais pas. Voyez-vous cela comme un facteur contraignant, quelque chose d'étouffant? Yes, I agree, absolutely. You can Oui, je suis tout à fait d'accord.
On peut diviser cette guerre en 3 niveaux. Le premier est la guerre le long de la ligne de front. C'est une guerre à grande échelle, une guerre totale s'étendant sur environ 1400 km à travers l'est de l'Ukraine. Les troupes russes augmentent la pression sur le camp ukrainien, avançant pas à pas, et l'Ukraine a subi d'énormes pertes. Selon une fuite de l'état-major général ukrainien, il y aurait environ 1,7 million de soldats morts ou portés disparus du côté ukrainien. Voilà pour le premier niveau. Le deuxième niveau est la guerre économique mondiale contre la Fédération de Russie. Et vous avez tout à fait raison. Les sanctions ont échoué. Pourtant, ils continuent à faire la même chose, à discuter du prochain paquet de sanctions et à s'attendre à des résultats différents. Pour moi, c'est le signe de la folie mentale des élites occidentales. Et le troisième niveau, c'est la guerre de propagande. Les médias font partie de cette guerre. Toute personne qui fournit des informations sur la réalité est dénoncée comme un ami de Poutine, un propagandiste de Poutine. Cela m'est arrivé sans cesse en Allemagne. On m'a qualifié de propagandiste de Poutine. C'est également orchestré par les services secrets et les entreprises du numérique. Il suffit de regarder ce qu'on peut lire à mon sujet sur Wikipédia et dans certains articles. Ils affirment que j'ai été observateur électoral pour M. Poutine lors des référendums de l'automne 2022, ce qui est absolument faux. Un tribunal a prouvé que je ne l'étais pas, mais cela continue d'être répété. Et c'est un cadrage inventé par les services secrets, parce que les services secrets écrivent sur Wikipédia et y façonnent l'information. Et dans les rédactions, tout le monde lit Wikipédia pour 2 raisons. D'abord, ça fonctionne très vite et ils n'ont pas de temps. C'est du reportage quotidien. Ensuite, tous les journalistes savent que le rédacteur en chef n'a généralement rien d'autre que Wikipédia. Donc ils n'entrent pas dans la discussion et finissent par présenter les choses de la même manière. Ce que fait la presse ici, c'est mentir par omission. Elle laisse de côté la réalité et suit la propagande de l'OTAN. Je peux dire que mon ami, le général Harald Kujat, qui était un haut gradé de l'OTAN ici en Allemagne, il est maintenant à la retraite, a récemment parlé du soi-disant concept des 3 yeux. Idéologie, incompétence et ignorance. Incompétence parce que les journalistes ne suivent pas leurs propres règles. Ils doivent répondre à 7 questions. Qui a fait quoi? Quand? Pourquoi? Comment? Pour quelles raisons? Et d'où vient l'information? Et il faut y répondre. Il faut entendre les 2 côtés et faire une sorte de vérification de la réalité. Mais ils ne respectent pas leurs propres règles. Ignorance. La plupart des journalistes allemands ne savent rien de l'Ukraine, de l'Est de l'Ukraine, de la Russie. Ils n'ont tout simplement aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Et ce vide est comblé par l'idéologie, parce que c'est facile à faire. Et c'est le contexte de tout le spectacle. Donc je recommanderais, ne faites pas confiance à la presse. Eh bien, la propagande prend une forme vicieuse dans toutes les guerres. Nous avons tendance à le constater. Mais je pense que ce qui rend cette guerre unique, ce n'est pas seulement que nous avons été nourris d'une propagande anti-russe constante depuis, un siècle maintenant, mais aussi l'ironie du manque de familiarité avec l'Ukraine. Les gens ne savent pas grand-chose de l'Ukraine. Ils ne savent pas où elle se trouve sur la carte, donc le mythe a pu être créé de toutes pièces. Ils ne connaissent pas son histoire, ils ne connaissent pas les divisions internes du pays, ils ne savent pas comment les gens ont voté depuis 1991 lorsque le pays est devenu indépendant. Encore une fois, les gens ont du mal à croire que seulement 20% des Ukrainiens voulaient même rejoindre l'OTAN, que la plupart préféraient un partenariat avec la Russie jusqu'en 2014. Mais on a créé cette image mythique de l'emprise impériale russe sur l'Ukraine, comme s'ils en étaient les victimes.
La seule chose, le seul objectif dans le monde, c'est d'échapper à l'ombre de la Russie. Et c'est ça l'histoire. Ils ont essayé d'en faire en quelque sorte le récit polonais, presque, parce que la Pologne a effectivement eu cette opposition farouche, presque unanime, à la Russie. Sur Wikipédia, pourtant, j'ai le même problème. Ma page Wikipédia est tout simplement ridicule. À la rubrique Profession, il était écrit non pas professeur, mais fonctionnaire propagandiste russe. Donc, vous voyez, ça va tellement loin que ça en devient comique, mais cela peut être efficace si l'on veut salir quelqu'un. J'ai aussi remarqué dans les médias, quand ils lancent des accusations, qu'ils utilisent une jolie tournure. Si quelqu'un a été accusé de quelque chose, a été accusé de soutenir Poutine ou d'appuyer la guerre, cela signifie que vous avez... Moi, je n'ai jamais soutenu l'invasion de l'Ukraine. Mais si quelqu'un vous en accuse, c'est leur manière de vous présenter. Si quelqu'un a été accusé et que suffisamment de personnes l'écrivent, cela devient presque obligatoire d'ajouter controversé ou pro-russe. Je demande toujours, ces concepts, il faut les décortiquer. Que signifie exactement être pro-russe? Sommes-nous obligés de détester le plus grand pays de notre continent? Qu'est-ce que cela veut dire, au juste? Si cela signifie soutenir l'invasion de l'Ukraine ou prendre le parti de la Russie contre l'Ukraine, alors il faut le dire. Mais c'est assez ambigu. Cela ne veut pas forcément dire quoi que ce soit. C'est pourquoi ils peuvent utiliser ces termes chargés, les lancer comme ça, sans aucun contexte. Tout cela, comme tu l'as dit, relève de l'émotion. Il n'y a aucun argument là-dedans. Il n'y a pas de faits, pas de réalité, seulement la vente de l'idée que nous avons deux groupes, nous et eux. Et ce type est évidemment avec eux parce qu'il ne dit pas les bonnes choses. Oui. Je voulais justement te poser une question à propos des ONG. Comment les vois-tu s'intégrer dans ce paysage médiatique? Parce que pour moi, elles ont été mes principaux adversaires ici. La grande majorité des attaques contre moi viennent des ONG financées par la CIA, le National Endowment for Democracy, et bien sûr aussi par mon propre gouvernement. Elles font tout, des articles diffamatoires à la publication de photos de ma maison. Il n'y a vraiment plus de limites. Annulation d'interventions publiques et ainsi de suite. Comment vois-tu les ONG collaborer avec les médias ici? En Allemagne seulement, selon une nouvelle étude, nous avons plus de 300 ONG, des organisations dites non gouvernementales, qui sont financées par le gouvernement. Je dois dire qu'il s'agit en réalité d'organisations non gouvernementales, organisées par le gouvernement, ou GONGOs, créées pour façonner la réalité et présenter au public une image de propagande. Ces soi-disant ONG sont mises en place pour attaquer quiconque refuse de suivre les récits du gouvernement et de l'OTAN. C'est leur rôle. Mais nous ne faisons pas seulement face à ces plus de 300 ONG. Elles sont intégrées dans un réseau plus large d'appareils idéologiques. Écoles, universités, églises, groupes de réflexion, médias, qui travaillent tous dans la même direction. Ces appareils idéologiques visent à s'assurer que la population suive l'économie de marché et les règles de l'État. Ils doivent créer de la crédibilité. Aujourd'hui, dans ces ONG, universités et think tanks, de jeunes universitaires sont recrutés. Ils sont employés comme indépendants, avec des contrats à durée déterminée, d'1, 2 ou 3 ans. Un travail essentiellement basé sur des projets. C'est un précariat académique. Et ces personnes se trouvent dans une situation de travail incertaine, très libéralisée. Elles feront tout ce que leurs supérieurs leur demandent pour obtenir un nouveau contrat. Ainsi, à ce niveau de travail, nous avons un large groupe d'universitaires qui gagnent leur vie en façonnant la réalité et en diffusant de la propagande.
Cette propagande est mise en œuvre par des élites transatlantiques corrompues. Si vous voulez faire carrière aujourd'hui en Allemagne à un niveau élevé, vous devez être lié à des organisations transatlantiques comme le German Marshall Fund, les Young Global Leaders, diverses autres organisations ou les fondations de M. Soros. Nous voyons maintenant en Allemagne que la Heritage Foundation, proche du président Trump, tente d'exercer une influence sur les partis allemands, en particulier l'AfD. Ces appareils transatlantiques sont donc à l'œuvre, et il faut examiner cela à un niveau plus large. Les médias et les jeunes journalistes n'agissent pas seuls. Ils sont intégrés dans un réseau plus vaste d'appareils idéologiques. Je dirais que nous sommes confrontés à un vaste complexe de propagande et de censure, une véritable industrie de la censure. Oui, c'est assez choquant, la direction que cela prend. Permettez-moi de vous demander comment vous voyez l'Allemagne évoluer maintenant, car il faut replacer cela dans le contexte où, malgré toute cette propagande, les politiques du chancelier Merz sont loin d'être populaires. Ils ne bénéficient pas d'un grand soutien là-bas. Comment les médias traitent-ils cela par rapport à la perception du public? Il y a cette ambition selon laquelle l'Allemagne devrait devenir la principale puissance militaire en Europe et jouer un rôle de premier plan dans la confrontation avec la Russie. Quelle est l'évaluation critique dans les médias? Reflète-t-elle le sentiment public? Pas dans la majorité. La majorité des Allemands, de mon point de vue, marchent en somnambule vers l'abîme. Cela remonte à et est causé par le pouvoir de la propagande. La plupart des Allemands croient à la propagande et au récit du gouvernement parce qu'ils veulent y croire. Et chaque Allemand sent bien que lorsque cette guerre en Ukraine prendra fin et que les contribuables européens recevront la facture, tout le monde saura que les gens ordinaires devront payer pour cette guerre. La facture sera présentée. Mais aujourd'hui, M. Merz n'a aucune crédibilité auprès du public, même si la presse essaie de lui en donner. J'ai dit à mes anciens collègues que la presse essaye de pousser le peuple allemand toujours plus profondément dans cette guerre en Ukraine. Mais la personne moyenne, le contribuable moyen en Allemagne, veut la paix. C'est pourquoi je ne parle plus à la presse. Je parle avec des gens ordinaires. J'ai participé à de nombreuses discussions publiques, à des lectures de mes livres, et ainsi de suite. Et toutes ces discussions se sont plutôt bien passées. Le résultat, c'est que les médias en Allemagne ne représentent pas l'opinion publique. Ils créent une opinion factice, dirigée par le gouvernement. En tant que personne éprise de paix, nous avons perdu, selon Antonio Gramsci, l'hégémonie publique, l'hégémonie culturelle. Nous l'avons complètement perdue et nous devons la reconquérir. Nous devons donc nous battre pour cela dans les discussions publiques. C'est la voie à suivre. Mais c'est un long chemin et je suis très pessimiste. Je pense que les va-t-en-guerre vont beaucoup plus vite, car la survie de la classe politique actuelle en Allemagne dépend de la poursuite de la guerre. Si la guerre s'arrête, la vie de ces élites s'effondrera et elles devront alors se retirer. Eh bien, c'est là que réside le problème de ces dernières années. La seule couverture jugée acceptable dans les médias et les seules déclarations des responsables politiques affirmaient que la Russie avait lancé une invasion totale et non provoquée. Et pendant presque 4 ans, on nous a dit que l'Ukraine était en train de gagner. Les Russes étaient présentés comme désespérés. On prétendait qu'il manquait de missiles depuis mars 2022. Chaque année, on disait que Poutine souffrait d'une nouvelle maladie qui finirait par le tuer si la guerre se prolongeait un peu plus. Vous savez, le gouvernement ukrainien était dépeint comme un phare de la démocratie. L'OTAN, soi-disant, n'avait aucun intérêt personnel dans le conflit. Elle voulait simplement aider l'Ukraine à rétablir sa démocratie et sa liberté, et ainsi de suite. En somme,
c'étaient les principaux récits diffusés. Les Européens, en particulier, ont cessé de parler à Moscou. Ils ont bloqué la diplomatie tout en déclarant que tout se déciderait sur le champ de bataille. C'est tout à fait extraordinaire. Ils ont, dans une large mesure, conçu une guerre d'usure. Maintenant, la guerre touche évidemment à sa fin. Et comme vous le soulignez, une fois qu'elle se termine, lorsqu'il y a la menace d'une paix qui éclate, alors tous les mensonges qui ont été racontés pour susciter le soutien public à cette longue guerre seront, dans une certaine mesure, révélés. J'ai donc le sentiment que nous nous dirigeons vers une crise de légitimité politique à travers l'Europe. Non seulement pour les journalistes, ou soyons généreux et appelons-les journalistes, mais aussi pour la classe politique. Étant donné que l'Allemagne a été, je suppose, l'un des principaux pays à avoir tant investi dans cette guerre, à la fois en termes d'argent et de capital politique, prévoyez-vous également une crise de légitimité politique, non seulement pour ces politiciens, mais pour le système dans son ensemble? Oui, je vois une crise de légitimité et les élites essayent de l'éviter. Elles savent exactement ce qu'elles font. Maintenant, elles essayent de créer et d'amplifier les émotions contre la Russie de plus en plus pour détourner l'attention de cette crise. Elles veulent que les gens ordinaires se sentent satisfaits, qu'ils se retrouvent dans une position où ils ne peuvent plus réfléchir aux véritables raisons de ce conflit. Parce qu'il est facile d'enquêter, le conflit n'a pas commencé en février 2022. Il a commencé avec le coup d'État sur le Maïdan, qui a été orchestré et organisé par l'Occident. C'est très clair. Donc les élites ont deux options. Nous avons deux possibilités. Soit les récits de la sphère de propagande s'effondreront, soit ils devront en créer de nouveaux. Et je pense qu'ils le feront. Ils essaieront de créer de nouveaux récits de propagande, car les journalistes, les universitaires, les médias et les politiciens sont tellement impliqués dans leurs propres mensonges. Ils sont assis dans la prison de leurs propres mensonges. Ils ne peuvent pas en sortir. Chaque emploi dépend du fait de croire à ces mensonges. Et selon l'auteur américain Upton Sinclair, il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme lorsque son salaire dépend de son incapacité à le comprendre. Et c'est le fondement de tout le système. Comment voyez-vous la prétendue supercherie russe? Autrement dit, l'idée que durant la première administration de Donald Trump, il aurait été soi-disant un agent de la Russie. Vous savez, ils ont diffusé toutes sortes d'autres choses, diverses chasses aux sorcières, où chaque élément possible de désinformation était attribué à la Russie, avec beaucoup d'imagination. Mais en réalité, la supercherie du Russiagate, c'est le moment où nous avons vu émerger cette obsession massive pour la désinformation. Et bien sûr, il n'y a là aucun sens de l'ironie, étant donné que le Russiagate lui-même était une vaste campagne de désinformation. Mais cela a aussi conduit à la naissance de ces vérificateurs de faits, censés vérifier les faits, alors que nous voyons souvent qu'ils se contentent de vérifier les récits. En effet, un jour, un vérificateur m'a dit qu'il n'avait trouvé aucune erreur factuelle, mais qu'il trouvait suspect que mon récit ressemble trop à celui de la Russie. Alors encore une fois, selon vous, quel est le rôle des vérificateurs de faits? Ces vérificateurs de faits ne peuvent en réalité pas vérifier les faits. Ils en sont incapables. Je n'ai jamais vu un seul vérificateur de faits sur le terrain, en première ligne ou dans une zone de guerre. Ils n'ont donc aucune idée de ce qui s'y passe. Tu as tout à fait raison. Ils vérifient des récits, ils comparent ces récits à la propagande du gouvernement, et c'est tout. C'est leur métier, et cela transforme les vérificateurs de faits en propagandistes, rien d'autre. C'est simplement une entreprise de propagande, et leur travail consiste à diffuser cette propagande et à dénoncer tous ceux qui refusent de la suivre.
who don't want to follow this government propaganda. Oui, plus tôt cette année, j'ai participé à un débat avec l'ancienne ministre des Affaires étrangères de ce pays. Et encore une fois, après coup, il y a eu une vérification des faits, parce qu'il faut désormais vérifier les faits des débats. Mais seulement pour moi, pas pour elle, évidemment. J'ai soutenu, par exemple, que Boris Johnson avait saboté l'accord de paix d'Istanbul à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni. Or, différents journaux norvégiens n'ont cité, dans leur vérification, qu'un collègue de Zelensky, David Arakamia, désolé, je prononce mal son nom, parce qu'il disait que c'était une source douteuse. Donc on ne peut pas vraiment faire confiance à ce que dit Glenn Diesen ici. Mais ils ont omis tout le reste. Il y avait deux parties médiatrices dans cette affaire. Du côté turc, ce sabotage a été confirmé par le ministre des Affaires étrangères ainsi que par le président Erdogan. L'autre médiateur était Israël, où l'ancien Premier ministre Bennett a confirmé la même chose. Il y avait l'ancien chef de l'armée allemande, comme vous l'avez mentionné plus tôt, le général Kuyat, qui a également soutenu cette thèse. En mars 2022, une interview accordée à Bloomberg, suivie d'entretiens avec des dirigeants américains et britanniques, a révélé qu'ils considéraient le seul résultat acceptable comme étant un changement de régime à Moscou. Même Boris Johnson, dans des articles et des discours, a déclaré que nous ne pouvions pas accepter une mauvaise paix, qu'il fallait être patient, soutenir l'Ukraine sur le champ de bataille, et tout cela. Même Zelensky lui-même a déclaré, dans une interview à The Economist à la fin du mois de mars 2022, que de nombreux pays occidentaux voulaient que nous menions une longue guerre contre la Russie afin d'épuiser les Russes, même si cela devait détruire l'Ukraine. Tout cela a été balayé, et les vérificateurs de faits n'ont retenu qu'une seule partie, qui n'était même pas claire dans le discours. C'était essentiellement une façon de dire, eh bien, on ne peut pas vraiment faire confiance à ce que Diesen dit, car c'est la seule preuve disponible. Il ne se penche donc pas réellement sur vos faits. Et vous savez, il y avait cet autre média d'État qui a vérifié mon affirmation, selon laquelle seulement environ 20% des Ukrainiens voulaient rejoindre l'OTAN en 2014, lorsque nous avons renversé le gouvernement. Et le vérificateur des faits a en réalité écrit que ce n'était pas vraiment vrai, parce que les Ukrainiens étaient ignorants, c'est le mot qu'il a utilisé, de la mission de l'OTAN. Ils avaient été conditionnés par la propagande à penser que l'OTAN n'était pas liée à la liberté et à la démocratie. Et ils ont souligné qu'après l'invasion russe, il y avait eu un large soutien, totalement hors de propos par rapport à ce que j'ai dit. Et c'est juste, oui, assez obscène. Je ne sais pas quoi faire de ces vérificateurs de faits, mais on dirait que le gouvernement sous-traite la vérification des faits à des idéologues qui sont évidemment de leur côté. Et de nos jours, les journaux aussi. C'est juste de la pure propagande, on dirait. Oui. Je pense que la seule façon de faire face à cela est d'arrêter de lire ces journaux et d'éteindre les émissions de télévision, puis de chercher d'autres sources. Vous les trouverez, par exemple, aux États-Unis, Consortium News, au Canada, The Postal Magazine, en Allemagne, Nachdenkseiten, Overton Magazine, Multipolar. Il faut trouver d'autres sources. C'est la seule manière d'y faire face, car la presse ment sciemment et volontairement au public. C'est très clair. Et il est vrai que le Premier ministre Boris Johnson a tenté de saboter le processus de paix. Nous avons des sources en Grande-Bretagne et à Londres, et nous avons des sources à Kiev. Ainsi, les deux parties sont informées à ce sujet. Et concernant le processus de paix qui a commencé quelques jours seulement après l'invasion russe, tous ceux qui y ont participé, par exemple notre ancien chancelier Schröder, qui était profondément impliqué avec son épouse, ont dit oui, nous avons eu un processus de paix
et nous sommes parvenus à un résultat. Mais la presse ment à ce sujet. Elle ment par omission. Et parleriez-vous à un menteur? Moi non. Je ne vais pas à ces émissions télévisées, ni à quoi que ce soit d'autre. Je suis complètement banni des médias grand public. Et c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'est pour cette raison que beaucoup de gens en Allemagne ont acheté mes livres, parce qu'ils veulent être informés face à la propagande des médias dominants. Je pense donc que la meilleure chose à faire est d'adopter une position fondamentale d'opposition à ces médias et à leur système de mensonges et de censure. C'est la seule manière d'y faire face. Au final, les médias traditionnels seront tellement discrédités par leurs mensonges sur les faits pendant la période du Covid et la guerre en Ukraine qu'ils se décrédibiliseront eux-mêmes. Plus personne ne les lira, ils perdront leur public. Et nous devons pousser ces médias de propagande à une position où ils perdront leur audience. Nous avons besoin de nouveaux médias. C'est ainsi qu'il faut agir. Je suis tout à fait d'accord. J'ai oublié qu'il a dit, c'était un haut responsable tchèque. Mais il faisait remarquer que sous le régime communiste, puisque les médias et tout le reste étaient sous contrôle, il fallait mettre en place une architecture d'information parallèle. Autrement dit, des médias capables de diffuser l'information et de permettre un libre-échange d'idées, de présenter réellement des faits et des arguments, même s'ils contrastent ou entrent en conflit avec le récit du gouvernement. C'est donc une triste voie que nous avons empruntée. Avez-vous des réflexions finales sur la question de la censure et de cette presse de propagande? Oui, je recommanderais aux gens d'arrêter de lire les médias de propagande et de chercher d'autres sources. Nous avons besoin d'une autre sphère d'information pour affronter la réalité, car les médias traditionnels ne traitent pas de la réalité. Ils traitent de récits et de propagande. Nous devons revenir à la vérité. C'est pourquoi j'ai nommé ma nouvelle chaîne YouTube « À contre-courant ». Quiconque veut atteindre la source doit nager à contre-courant. C'est ainsi qu'il faut aborder la presse dominante. Eh bien, Patrick Barbe, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et encore une fois, pour les auditeurs, cela vaut la peine de jeter un œil au livre ainsi qu'à la chaîne YouTube. Merci encore. Merci beaucoup, Glenn.